Et donc, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert les tests? À tester. Est-ce que je peux définir le mot test, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, mais c'est comme les Sherlock, du coup, on teste pour tester. Comme les Sherlock qui font pour tester. Pour vérifier que ça marche. Fiabiliser la pipeline. Donc, vérifier que ça marche, ça c'est une des raisons. Et il y en a une deuxième. Vérifier que ça continue de marcher. Ouais, attends, qui est-ce qui a parlé? C'est moi. Allez, tu disais? À vérifier que ça continue de fonctionner même après une modification. Ouais, exactement. Exactement. Ça sert à deux choses les tests, c'est ça. Je l'ai dit. Donc s'assurer que le code fonctionne comme on s'attend à ce qu'il fonctionne, qu'il y ait bien le bon comportement. Et aussi, et même, j'irais même surtout, pour des questions de maintenance, et s'assurer qu'on puisse bouger le code, changer le code, tranquillement, parce qu'on sait que si on casse quelque chose, les tests ils vont péter du coup on le saura. Plutôt qu'on le découvre une fois en production qu'en fait, il y a un truc qui marche plus. Donc c'est super utile pour changer du code et maintenir du code. Donc si vous voulez que votre code s'inscrive dans la durée, il vous faut des tests. Donc pour cette raison. Il y a, usuellement, on classe les tests selon trois types. Les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Les tests unitaires, c'est le test d'une fonction unitaire. Et on reviendra à ce que ça veut dire une fonction unitaire. Donc c'est quelque chose de très bas niveau. Enfin, une fonction unitaire, c'est quelque chose qui fait qu'une seule chose de bas niveau. On a les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est un test avec différents composants. Et après, la taille du composant, ça dépend un peu du projet. Donc un composant, ça peut aller de la fonction unitaire à tout un back-end et faire travailler le front-end et le back-end. Ça peut être une forme de test d'intégration. Même si là, on est sur du test d'intégration très haut niveau. Et le end-to-end, c'est le plus haut niveau qu'on puisse avoir, c'est vraiment l'application de bout en bout. C'est-à-dire uniquement sur une application avec du front-end et du back-end, c'est genre un utilisateur, test utilisateur, genre il se connecte, qu'est-ce qui se passe, on veut que ça se passe bien, et donc tous les gros composants marchent ensemble. Pour une pipeline de données, c'est s'assurer que toute une transformation de données marche bien entre, je sais pas, la base de données Snowflake et le code Python qui va appeler la data Snowflake et faire des prédictions, j'en sais rien, on veut que tout ça marche ensemble, et c'est ça qu'on appelle end-to-end. Du coup, la différence entre end-to-end et l'intégration, elle est là, on la met où on veut, mais l'idée, c'est qu'end-to-end, c'est beaucoup plus haut niveau, quand l'intégration, ça peut être entre du très bas niveau et du très haut niveau. Voilà. Ensuite, il y a ce petite pyramide que vous avez peut-être déjà vue, qui est censée en fait un peu représenter quelle est la stratégie de test usuelle dans un projet. Par stratégie de test, ça veut dire comment se répartissent les tests. Ce qu'on veut généralement, c'est beaucoup de tests unitaires, un peu moins de tests d'intégration et encore moins de tests end-to-end pour des raisons simples. C'est que plus on est bas dans la pyramide et plus ils vont être rapides et faciles à écrire. Parce qu'un test unitaire, ça teste une fonction unitaire, donc ça c'est assez facile. Si la fonction unitaire fait bien qu'une chose, c'est facile de dire, dans ces cas-là, je veux que ça fasse ça. C'est très facile. Par contre, sur les tests d'intégration, dire que, je sais pas, ce front-end-là, il doit bien travailler avec ce back-end-là, ou des trucs comme ça. On est sur des choses beaucoup plus haut niveau, et donc bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, et qu'est-ce qu'on veut tester, ça demande beaucoup plus de réflexion. Et end-to-end encore plus. Donc c'est pour ça, plus on est bas dans la pyramide, plus on est censé en avoir, plus ils sont rapides ou peu coûteux à écrire. Et plus aussi ils vont être rapides à s'exécuter. Ça, c'est aussi important. Parce qu'un test unitaire, les tests unitaires, on veut pouvoir les runner très rapidement et fréquemment. Là où les tests end-to-end, vu que ça doit faire appel à beaucoup de choses, à beaucoup de blocs et potentiellement sur des données, sur beaucoup de composants, avec par exemple des échanges réseau, des trucs comme ça, on peut s'attendre du coup à ce que ce soit plus lent. Des tests unitaires, c'est exécuté de l'ordre de quelques secondes, là où des tests end-to-end, ça peut prendre facilement plusieurs minutes. Donc, comme je disais, souvent dans les projets que j'ai pu faire, la stratégie de test qu'on avait, c'était tout ce qui est code bas niveau. On veut que ce soit couvert par des tests unitaires.
Donc, c'est-à-dire avoir une couverture de test qui s'approche de 100%. Et donc vraiment sur les parties bas niveau du code. Là où pour les tests d'intégration end-to-end, ça va plus dépendre de ce qui paraît être critique. Et donc là, ça va peut-être demander un peu plus de réflexion sur demander quelle est la partie du code plus haut niveau qui vaut le coup d'être testée, sachant que ça va être plus coûteux à faire. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais à minima, ce qu'on veut faire typiquement sur un projet Python, c'est tester le main. Ça, c'est le test d'intégration de base. Si on doit en écrire un, c'est toute la pipeline, peu importe. On en écrit un, et comme ça, en fait, ça permet d'être sûr qu'à chaque fois, la pipeline est run. Donc, on se trouve un petit jeu de données, et les tests d'intégration, normalement, il faut qu'ils s'exécutent en pas trop de temps. Et ça permet à tout moment d'être sûr que la pipeline, elle pète pas. Même si c'est pas fait sur toutes les données. Donc, ça permet d'attraper pas mal d'erreurs. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Ok. Alors, pour la suite, et d'ailleurs, je préfère le dire parce que je ne l'ai pas dit, ça risque d'être assez dense, ou assez. Enfin, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être assez dense, où il va y avoir beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas clair, à me demander des exemples. Voilà. Parce que j'ai tellement l'habitude de travailler dans cet environnement-là que moi, ça me paraît simple, mais quand on n'a pas l'habitude de ce système de pensée-là, ça peut être un peu plus compliqué à appréhender. Et par ce système de pensée-là, tout, quasiment, de ce que je vais raconter, enfin, en tout cas dans la partie abstraite et qui n'est pas liée propre à du Python, mais qui peut du coup marcher pour n'importe quel langage, ça vient de ce bouquin, Clean Code. La légende. C'est ça. Qui est en gros un truc écrit par un mec qui faisait de la programmation, qui fait encore de la programmation et qui a commencé à programmer quand c'était encore des cartes à trous. Donc il a une certaine expérience. C'est un maçon. C'est ça. Il y a une qui existe en français d'ailleurs. C'est vrai. Et c'est code nettoyé. Quoi? Code nettoyé en français. En France, tu l'as juste en haut, vous n'avez pas encore. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils ont vraiment traduit. Il y a moins en français, du coup, ce mec-là, il a tout un système sur comment écrire du code propre. Que depuis 2-3 ans, c'est ça, je m'applique à. Non, peut-être 2 ans, je m'applique à essayer d'appliquer. Et en gros, là, c'est un peu Là, je vais vous expliquer le résumé de ça sur la partie test et fonction unitaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour des tests? C'est qu'ils soient first. Et j'en profite parce que j'ai rajouté mon petit S. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est-à-dire, on veut que des tests soient fast. On veut que ce soit rapide à exécuter parce que, comme je disais, le but c'est qu'on puisse régulièrement les exécuter pour savoir dès qu'il y a un bug. Parce que plus vite on est capable de détecter un bug, plus ce sera facile à corriger. Donc on veut pouvoir vraiment ça les runner fréquemment. Donc ça c'est important. Un autre truc, c'est qu'on veut qu'ils soient indépendants. Indépendant, ça peut vouloir dire 3 choses. On veut qu'il soit indépendant dans l'exécution. C'est-à-dire qu'un test ne doit pas avoir besoin qu'un autre test passe pour qu'il puisse s'exécuter. Donc, il ne faut pas qu'il se dépende à ce moment-là, parce que souvent, ça peut être très facile d'écrire des tests qui vont dépendre du test d'avant, et ça on ne veut pas. Ça, on ne veut pas parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est que s'il y a un test qui échoue, il échoue pour une seule raison. Et donc, s'il y a plusieurs tests qui échouent pour une seule raison, c'est pas bon parce qu'on doit être capable de dire si c'est telle raison, alors c'est tel test qui doit échouer. Alors que si pour une raison simple, il y a une trentaine de tests qui échouent, ça va être très compliqué de savoir en fait quelle est l'origine du bug parce qu'il y a trop de parties qu'on faillit pour rien. Donc c'est pour ça qu'on veut que ce soit indépendant, comme ça, dès qu'il y a un bug, hop, il n'y a qu'un seul test qui fail, comme ça on sait exactement d'où ça vient. Enfin, ou à peu près. Du coup, c'est très facile de comprendre quel est le bug. On veut aussi qu'ils soient indépendants pour les faire évoluer. Donc ça, c'est un peu plus subtil.
C'est-à-dire qu'on veut pas, et ça marche pas mal, ça je peux voir pas mal surtout quand on traite avec des données, genre les data frames, des trucs comme ça, on veut pas partager les inputs des tests. Un test usuel, c'est je me prends un jeu d'input, je me prends un jeu d'expected output, et je vérifie que quand je mets tel input, j'ai bien tel output. Si on commence à lier les inputs entre eux, donc par ça, c'est-à-dire que s'il y a un input qui est utilisé par plusieurs tests, on va avoir des problèmes pour les maintenir les tests. Parce que si on veut modifier un test, et donc typiquement modifier l'input d'un test, c'est-à-dire que potentiellement il va falloir changer le comportement d'un deuxième test qui n'a rien à voir parce que les deux tests partagent le même input. Et ça, il ne faut pas. Donc chaque test, son input, et en plus on veut que chaque input soit custom made pour le test. Et donc ça, on y reviendra un peu sur qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour des data frames. Mais il faut mettre juste l'information nécessaire dans les inputs pour que le test passe, qu'il teste bien tous les cas possibles. Et on ne peut pas s'amuser à créer des cas qui ne sont pas nécessaires pour le test en question. Ce qui peut arriver si on a un énorme input qu'on met en entrée de plusieurs tests. Ça, c'est une chose. Et enfin, dans les résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne veut pas que de tests fail, et c'est d'autant plus vrai pour les tests unitaires. On ne veut pas que de tests fail pour la même raison. On teste un comportement avec un test, si c'est un comportement qui ne marche plus et que ça fait failler deux tests, c'est pas bon parce qu'on a plus de mal à trouver où est l'origine de ça. Et notamment, ça veut dire aussi qu'on ne veut pas tester deux fois le même comportement. Quoi ? Une question, Clément. Ouais. Pour le second point, quand tu dis que pour la partie évolutive, il ne faut pas que des tests utilisent les mêmes inputs, ouais. Est-ce que tu vois forcément comme une mauvaise pratique de mutualiser des inputs qui peuvent être utilisés par plusieurs tests? Alors, ça dépend. Alors, en fait, ça, c'est d'autant plus vrai aussi pour les tests unitaires. Parce que comme je dis, sur les tests unitaires, tu vas vouloir vraiment spécifier ton input pour ça. En fait, ça dépend un peu le rôle de ton input dedans. Tu vois. Si c'est un input qui a pas d'enjeu ou qui peut être vraiment, qui est très basique et qui peut être utile, et qui du coup... Global, entre guillemets. Quoi? C'est un peu global, entre guillemets, c'est ça? Donc tu pourras réutiliser dans d'autres cas et faire un peu un... Qu'il y a un mock ou un faux truc et où en fait tu t'intéresses pas vraiment au contenu de la chose et où tu n'as pas vraiment spécifié un contenu qui est propre pour le test, mais qui est un truc très générique. Si c'est un truc très générique qui peut être utilisé par plusieurs tests, pourquoi pas? Si aussi tu peux avoir des questions de ressources et de temps. Typiquement, si tu as un objet qui est très long à charger ou à se construire, là tu peux te dire ok, je peux le partager entre plusieurs tests. Mais si tu vas si ton input, tu vas commencer à mettre des spécificités qui sont propres au test, ce qui est beaucoup plus le cas quand tu te fais un data frame de test, par exemple. Là, par contre, tu veux te faire un data frame de test par test et pas commencer à faire un énorme data frame qui va prendre tous les cas possibles de tous les tests possibles. Il y a une somme de spécificité au final. Ouais, c'est ça. Parce que là tu vas plus t'en sortir. Donc voilà. Donc tu vois, si c'est un truc générique qui n'est pas propre au test, c'est pas un souci. Si c'est un propre au test, et notamment on verra pour des data frames, là, vaut mieux éviter. Pour la raison de ça, tu veux que tu puisses faire évoluer un test sans avoir à toucher à le test. C'est surtout ça ce qui est important. Après, on a un petit R pour repeatable, parce qu'on veut que les tests soient répétables. Donc si ça échoue une fois, on veut que ça échoue une deuxième fois. Et ça aussi, ça peut être important, peu importe l'environnement. Et c'est d'autant plus vrai pour les tests unitaires. C'est-à-dire qu'un test en dev, s'il est en prod, si en prod il fail, il faut qu'en dev il fail. Donc c'est vrai pour les tests unitaires. Après, pour les tests d'intégration ou les tests end-to-end, là, généralement, ça peut être, tu peux les faire sur des environnements de test, là, ça peut être différent. Mais en tout cas, pour les tests unitaires, il faut que ce soit vraiment répétable et peu importe l'environnement. Il faut qu'il soit self-validating. Par ça, ça veut dire que le résultat il doit être immédiat. Il doit être direct, c'est soit le test il a failé et ça t'écrit fail, soit il a réussi et ça te met success. Faut pas que ce soit genre je te log le truc et qu'en gros si à la troisième ligne de la deuxième partie du booléen du tuple ou j'en sais rien, là t'as écrit ok, c'est-à-dire que le test il est bon. Voilà, faut pas faire des tests comme ça. Mais ça normalement avec PyTest c'est pas un souci parce que voilà, tu fais assert true et tu fais assert un truc qui va être true et là c'est bon. Voilà. Un S que j'ai rajouté, c'est self-documentation.
qui est le fait qu'en fait, et ça suit un peu la même logique que du TDD, en fait, un test qui est très bien écrit, surtout pour les fonctions unitaires, enfin, ouais, quoique non, peu importe le test, un test très bien écrit, normalement, il peut suffire comme documentation de la fonction. Moi, typiquement, j'écris pas de docstring, j'écris juste des beaux tests. Et donc, c'est pour ça que tu veux que dans ton test, en fait, tu définis bien tout ce qu'attend de la fonction. Et donc, tu définis avec du code tout ce que tu attends à comment la fonction doit se comporter. Et du coup, bah, juste à lire le test, en fait, tu comprends ce que fait la fonction. Bon, après, si tu as un bon naming, etc., et plein d'autres astuces, ça aide aussi. Mais voilà, un test, ça peut vraiment suffire comme documentation. Et normalement, un docstring, peut du coup enfin, moi, je fais pas de docstring sur des projets où je sais que enfin, c'est des fonctions qui sont utilisées que par moi ou par les gens de mon équipe. Parce que tu as envie de leur dire, regarde le test, et dans le test, normalement, tu as tout qui est décrit. Et c'est la même idée du TDD où en fait, tu t'écris d'abord la définition de ta fonction en mode de comportement, comment elle va se comporter avant même d'écrire le moindre code pour voir si ça marche. Voilà. Et donc, et de la même manière, il faut que c'est ça, toutes les spécificités, tous les inputs, tous les cas possibles doivent être dans le test pour être sûr que comprendre comment la fonction fonctionne peu importe les cas. Donc normalement, un beau test doit pouvoir suffire de documentation. Si ça suffit comme documentation, c'est que généralement le test il est complet et il est bien écrit. Et enfin, le timely, ça c'est pour dire qu'il faut que ce soit écrit dans une timely fashion, ce qui veut dire au bon moment, c'est-à-dire juste avant d'écrire le code le vrai code, le code de production. Comme on peut voir dans le TDD, c'est-à-dire qu'il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut de la fonction avant de l'écrire. Et ça a plein de bons d'avantages et de bonnes externalités de faire comme ça. Parce que après, ça va pas être je vais pas faire un cours sur le TDD, parce que ça, je pense que vous devez soit connaître, soit je vous laisse découvrir ça tout seul. Mais ça a l'avantage du coup, on n'écrit que ce qu'il faut comme code pour faire marcher, et ça permet de réfléchir à ce qu'on veut faire avec la fonction avant de l'écrire. Plutôt que de commencer à l'écrire et se perdre dans les détails, et après perdre de la hauteur de vue de ce qu'on veut vraiment faire. Et aussi, ça aussi permet que la fonction, vu qu'on l'a déjà réfléchi à comment la tester, on l'écrit d'une manière à qu'elle soit facile à tester parce qu'on a déjà écrit le test avant même de l'écrire. Là où si on écrit du code avant de le tester, en fait, on peut se rendre compte que c'est difficilement testable parce que vu comment c'est foutu, c'est compliqué. C'est compliqué à tester. Même si ça, normalement, quand je vais vous expliquer comment marche une fonction unitaire, normalement, ça, c'est pas un problème si vous savez bien écrire des fonctions unitaires. Clément. Ouais. Est-ce que dans l'exemple d'un thème que tu as vu tout à l'heure, tu le feras en TDD ou pas? Non. Ok. Ça, c'était pour avoir un exemple de TDD parce que je pense que perso, c'est un truc que j'essaie de faire. Ouais. Mais je sais pas si j'ai la bonne façon de faire un TDD. En fait, le truc, c'est normalement, c'est que tu codes une feature à partir du moment où tu sais ce que tu veux coder. Enfin, tu te dis, ok, il va faire une fonction qui prend une input ça et qui retourne ça et qui, a priori, paraît unitaire. En fait, même si elle n'est pas unitaire, c'est pas grave parce que tu vas la découper en fonction unitaire. Il y a forcément une de tes fonctions unitaires qui va prendre le même input ou une autre qui va prendre le même output que le test que tu as commencé à écrire. Donc, ce sera jamais perdu si tu commences à écrire un test. De faire du TDD, donc ok, j'ai une nouvelle feature, genre add colonne, je sais pas, score, machin. Tu commences à écrire ton test, donc tu prends ton data frame d'input, ton data frame d'output, et tu commences à écrire ton test. Là, en fait, tu te rends compte que pour faire ton score, en fait, calculer ton score il est beaucoup trop compliqué, il faut, je sais pas, 3-4 fonctions intermédiaires. C'est pas grave, tu vas découper ta première fonction en fonction intermédiaire, en fait, à écrire là-bas déjà tes tests intermédiaires, et tu vas en fait réutiliser l'input que tu avais prévu, et peut-être pas l'output parce que tu vas avoir un output intermédiaire, et du coup tu peux toujours t'en servir. Et c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu peux faire du TDD. Ok, ouais, l'écriture de ton texte te permet déjà d'approcher la réflexion de ton interne directement. Ouais. Parce qu'en fait, normalement, c'est ça, c'est-à-dire que tu te dis, ok, je vais prendre ça, ok.
Ou alors, tu vois, enfin, ou ça peut être au moment, tu vois, tu as ta fonction add score. En fait, c'est au moment où je l'écrire, là, tu vas te dire, ok, donc première étape, il me faut une étape qui fasse tout ça, ça, ça. Et là, en fait, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, ça, c'est beaucoup trop gros. En fait, ça, c'est une fonction unitaire, et du coup, bah, là, bam, tu redécoupes ta fonction. Donc, au final, moi, des fois, c'est ça, c'est que je pars dans une grosse fonction, sans savoir que c'était une grosse fonction. Je commence à écrire le début de ma grosse fonction, et en fait, dès que je vois que c'est une fonction unitaire, hop, je l'extrais pour en faire une fonction unitaire, et j'écris le test associé. Euh, en repartant du test déjà écrit. Donc, enfin, une espèce de semi-TDD. Voilà. Je sais pas si ça a aidé à ta réponse. Si. En gros, moi, ce que je faisais, c'est si j'ai besoin de découper ma fonction, je fais un peu ce que je disais, mais je m'écris surtout sur les fonctions de transformation, où je m'écris la fonction qui fait rien, maintenant, un argument de ressort. Je m'écris le test avec le résultat attendu. Forcément, ton test paye. Ouais. Après, j'implémente jusqu'à ce que les tests passent. Ouais. Mais sur les fonctions de transformation, je trouvais que c'était assez limpide. Mais sur. Toi, je me posais la question sur des points plus larges. Bah, essentiellement, tu vas faire que des fonctions de transformation. Tes fonctions unitaires, pour l'essentiel, c'est des fonctions de transformation. T'as pas de fonctions unitaires qui sont plus larges que ça. C'est ça. Bah, surtout dans ce qu'on fait. Par contre, ça demande d'avoir un ticket écrit, quoi. Parce que moi, il y a pas mal de fois où, du coup, l'implémentation, il y a encore pas mal de détails à régler et du coup, qui viennent plutôt en codant. Ouais, mais ça, Et dans ce cas-là, je sais que c'est pas idéal, mais en fait, parfois, c'est vraiment difficile de se rendre compte avant l'écriture de la fonction, surtout en data, je trouve parfois, genre, qu'est-ce que ça va impliquer sur tes données, etc. Parfois aussi, j'ai besoin de, comme je vais gagner du temps sur le notebook, tu vois, je vais créer les fonctions en PyCharm sur le projet, je vais les appeler dans mon notebook, et comme ça, je vais pouvoir faire mon analyse de données. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec, tu peux pas, ouais, bien sûr. En purement TDD. Bah, après, moi, en fait, généralement, le TDD, c'est vrai que tu peux le faire que quand tu connais tes données. Si tu as un doute sur tes données, c'est sûr que tu as une partie exploratoire à être sûr de savoir ce que tu vas implémenter vraiment. Ils sont incompatibles, exploration et TDD? C'est peut-être ça la question. Bah, TDD, ça te demande de ce que disait Rémi, d'avoir un ticket très clair, de savoir exactement ce que tu veux implémenter. Ou en tout cas, peut-être poser la question avant et de savoir exactement ce que tu veux faire. Donc après, moi, ce que je fais, c'est un truc mixte, c'est-à-dire que tant que je peux et tant que je sais que c'est clair ce que je veux faire, j'essaie de faire du TDD. Et quand tu as des parties pas claires ou qui demandent un peu d'exploration, bah là, tu n'as pas le choix, juste tu codes et dès que tu as des bouts de code, tu commences à les refouler dans tes fonctions et à écrire les tests dès que tu as les idées un peu plus claires, quoi. Après, normalement, c'est pareil, si tu fais du grooming avant de faire ton ticket, ça permet normalement d'avoir le plus de spécifications possible avant d'écrire la moindre ligne de code. Ce qui est super important d'ailleurs, parce que souvent, écrire du code avant même de réfléchir à ce qu'on veut faire, c'est une perte de temps. Parce que du coup, tu t'embrouilles dans les détails. C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Là où en fait, il faut la hauteur de vue, juste dire, ok, j'ai 100 inputs, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux comme transformation, quels sont tous les cas possibles. Donc soit ça se fait en grooming, soit ça se fait en TDD, quoi. Mais dans tous les cas, plus tôt tu vas concevoir et plus tu vas rester sans toucher à du code pour réfléchir à ces trucs-là, plus tu vas être rapide. Là où dès que tu commences à mettre les mains dans le code, tu vas devoir continuer à coder tout en essayant en gardant cette hauteur d'esprit-là. Et ça, souvent, tu es moins efficace à faire ça, quoi. Ça peut être plus compliqué et tu vas perdre beaucoup de temps à faire du code inutile, en fait. Donc voilà. Après, moi, je suis pas un ayatollah du TDD, mais j'essaye de l'appliquer tant que je peux. Ok. De toute façon, le TDD, c'est plus la mode, non? C'est le DDD maintenant. Ça change régulièrement, mais. Donc c'est pareil. Les nouveaux acronymes qui sortent en permanence. Le DDD, c'est ça que t'as dit? DDD. Le DDD, Domain Driven. Ouais, mais ça, les DDD, ça marche pas pour nous. Pour de la data, j'ai jamais très bien compris comment ça pouvait s'appliquer. Le DDD? Ouais, sur de la data. Je sais pas, j'ai pas vu de test. Il faut arriver à faire des tests à midi, quoi. Ouais, mais t'as pas. Bah ouais, mais sur la data,
C'est-à-dire quand tu as un utilisateur final sur une page web ou des trucs comme ça, où tu as des bases de données utilisateurs, des trucs comme ça je peux comprendre, mais sur des transformations de données comme nous on peut avoir dans des pipelines de data science, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Ouais. Et beaucoup moins pertinent. Ouais. Je vais poser une question très très bête parce que c'est bien un sujet sur lequel je suis une bille, moi c'est sur ça. Parfois j'ai du mal à me figurer comment est-ce que la capacité à écrire un test, elle n'est pas immédiatement exclusive avec la capacité à forcément bien écrire le code. Je m'explique. Je fais un projet de détection de fraude, j'ai du feature engineering, donc typiquement, de ce que je comprends là sur ta pyramide, les tests unitaires, ça va arriver typiquement sur mes tests, sur mon feature engineering. Ouais. Je veux calculer le feature qui est le panier moyen d'achat sur la dernière semaine de mes clients. Comment je teste une telle fonction sans littéralement écrire ce qu'il faut qu'elle fasse? C'est simple, t'écris, on pourra le voir, tu écris un data frame d'input, un data frame de comment tu veux qu'il soit en output, et ton test c'est juste si je prends l'output de ma fonction à l'input que j'ai mis, je m'attends à ce que l'output ce soit la data frame de Mais si je suis capable de créer l'output, c'est que pour créer l'output, je vais créer un data frame avec des valeurs au pif, je vais coder ce que je veux faire, ça non, justement, il faut le coder à la main. Tu vas mettre tes valeurs à la main. Ok, je vois. Tu vas mettre tes valeurs à la main. C'est là. Mais pour les cas où ce que tu souhaites. Est-ce qu'il y a des cas où ce que tu souhaites tester, input-output, c'est pas constructible à la main? Enfin, on est bien d'accord que ça en fait, si c'est pas constructible à la main, c'est que c'est plus un test unitaire. Ok, d'accord. C'est-à-dire que c'est un test de plus haut niveau en termes d'abstraction. Et là, on va être plus sur du test d'intégration. Et le test d'intégration, en fait, tu vas moins tester les valeurs parce que ça devient trop compliqué à tester des valeurs où il y a eu beaucoup trop d'enchaînements de transformations unitaires. Normalement, toute transformation, tu peux la décomposer en transformation unitaire. Ça, c'est sûr que c'est pas un problème. Et du coup, tout ce que tu vas pouvoir plutôt faire, si tu veux tester des plus grosses parties de ton code, genre un feature, là, tu vas faire de ce qu'on appelle du property-based au lieu du value-based. C'est-à-dire que tu vas pas tester les valeurs en elles-mêmes, mais tu vas t'assurer que, je sais pas, quand tu appliques la fonction, tu as bien telle colonne dans l'arrivée, que tu n'as pas de NA, que, j'en sais rien, que tous les résultats dans cette colonne-là, ils sont supérieurs à 0. C'est plus méta. Voilà, c'est property-based par rapport à value-based. Voilà. Plus comme ça que tu vas le tester. Merci beaucoup, Clément. Et est-ce que tu peux, en avance, en fait, ma question c'est est-ce que tu peux vraiment tout tester? Tu vas forcément avoir des choses auxquelles tu ne vas pas avoir pensé, des erreurs auxquelles tu ne vas pas avoir pensé. Et du coup, comment tu fais pour que tes tests soient assez larges pour prendre absolument toutes les possibilités? Alors après, ça c'est plus pour le TDD, ça marche quand même plus pour les tests unitaires que pour les tests d'intégration, je pense. Enfin, je sais pas en fait. Mais c'est juste, en fait, le TDD, généralement, c'est que tu spécifies un seul cas. Tu fais que le code, il marche pour un seul cas. Et après, tu dis, ouais, mais ça, c'est pas assez général. Donc, je veux aussi que ça marche dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Là, tu rajoutes tes cas et là, tu reviens à l'implémentation de ta fonction pour que ça soit assez généraliste. Donc, normalement, tu as des allers-retours comme ça. Au départ, tu écris un test simple. Tu écris le code, juste le code minimal, normalement, pour que la fonction passe. Donc ça pourrait être même les extrémistes qui peuvent faire juste je te retourne la valeur que j'ai mis dans mon test. Un truc avec la fonction qui sert à rien. Donc, pour moi, c'est un cycle qui du coup ne sert plus à rien. Ça allait dans l'extrême un peu inutile. Mais l'idée, c'est ça. Et après, tu rajoutes des valeurs qui font que ta fonction elle doit être assez généralisable. Tu as mis assez d'exemples pour que normalement la fonction elle est bien écrite pour que ça rentre dans tous les coups. Okay. Et c'est comme ça, petit à petit, tu complexifies ton test et tu réponds en complexifiant ton code et ainsi de suite. Ok. Donc, maintenant, on va se concentrer sur les tests unitaires. Et il n'y a pas de test unitaire sans fonction unitaire. Et donc, qu'est-ce qu'une fonction unitaire? Donc, une fonction unitaire, c'est une fonction qui fait qu'une seule chose, mais ça, toute fonction ne devrait faire qu'une seule chose. Et ça, je vais y venir à qu'est-ce que c'est une seule chose. Et après, unitaire, c'est aussi pour dire que c'est du code banni. Je m'explique. Du coup, là, ça, c'est la citation du bouquin. Functions should do one thing, should do it well, and should do it only.
Qu'est-ce que ça veut dire? Faire une seule chose, ça veut dire que ta fonction, elle ne contient que du code d'un seul level d'abstraction. Donc là, j'ai différents levels d'abstraction dans cet exemple-là. Encore, il pourrait être un chouïa plus bas, mais en gros, c'est l'idée, c'est ça. C'est que là, c'est du bas niveau d'abstraction. C'est là, genre, tu crées ta liste, if x for x in machin, x égale x plus 3 plus liste calant de 1 à 5, des trucs comme ça c'est du code bas niveau. Là où, quand on commence à utiliser des fonctions écrites, genre des fonctions unitaires ou peu importe, là, on est sur des niveaux plus intermédiaires d'abstraction. Là où, quand on utilise la fonction main, là, on est sur le plus haut niveau d'abstraction possible d'un code. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est que dans notre fonction, on ait que soit du code bas niveau, que soit du code niveau intérieur, soit que du code haut niveau. Et souvent, ce qu'on veut surtout pas, c'est mélanger du bas niveau avec du niveau intermédiaire. Si on commence à mélanger du bas niveau avec des niveaux intermédiaires, c'est-à-dire que la fonction, elle fait qu'une seule chose. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une fonction unitaire. Parce qu'une fonction unitaire, il n'y a que du code bas niveau. Alors, pourquoi on ne veut pas mélanger... J'ai une question. Ouais. Mais du coup, dans ton... Enfin, je sais pas si t'as déjà parcouru l'exemple, et dans ton exemple, du coup, genre, la solution, c'est de mettre la première ligne dans une fonction, ou c'est quand même un peu lié? Quoi? Là, la solution, c'est de mettre si t'as vraiment un low level of abstraction et à côté d'un level plus intermédiaire, tu vas encapsuler le low level dans une fonction, même si du coup ta fonction ne fait vraiment qu'une chose très basique. C'est ça. En fait, en gros, l'idée, c'est que faut que la fonction elle reste toujours au même niveau d'abstraction. Si tu commences à mettre des low level d'abstraction au milieu intermédiaire ou plus haut, c'est comme mettre des détails là où tu disais que tu allais juste faire un sommaire. Tu dis le sommaire, donc en première partie je vais faire ça, en deuxième partie je vais faire ça, et en fait la deuxième partie là tu commences à décrire toute la deuxième partie. Et après tu dis, et puis il y aura la troisième partie et la quatrième partie. Là il y a un problème, là tu perds un peu ton lecteur qui comprend plus où tu veux en venir. Et en fait c'est un peu ça le truc, c'est que tu veux, ça va permettre de rendre la fonction plus lisible, parce que tu vas rester au même niveau de ce que tu veux faire. Tu vas d'abord donner le plan plus général de ta fonction, l'idée générale de ta fonction. Et après, tout ce qui est du niveau détail, tu sais que si le lecteur veut en savoir plus sur qu'est-ce qu'il y a dans, j'en sais rien, add feature, il va regarder la définition de add feature pour avoir plus de détails. Et comme ça fait aussi que c'est plus facilement testable. Parce que si tu commences à mélanger les niveaux d'abstraction, tu vas avoir des bouts de fonctions déjà testées unitaires, avec des parties de bas niveau qui n'ont pas été testées. Donc toi, ce que tu vas avoir testé dans ton code, c'est la partie bas niveau. Sauf qu'en même temps, tu vas quand même dépendre du comportement de la fonction unitaire qui a déjà été testée. Et donc là, tu as plusieurs solutions. Soit tu commences à faire des mocks de ta fonction, qui va te retourner que la valeur qu'il faut, des trucs comme ça, et du coup ça commence à devenir dégueulasse, c'est vraiment pas ce que tu veux. Et je pense que ça, sur D-Star, tu vois, par exemple, chez Perdot, là, je pense qu'il y en a qui l'ont pas très bien compris, parce que souvent, moi je vois souvent du coup la ligne numéro 2 qui va être encapsulée dans une fonction. Et en fait, il y a plusieurs lignes comme ça, tu vois, et chacune va être encapsulée dans une fonction, et je pense que du coup, les gens disent juste, il suffit de mettre ça dans une fonction, et ça devient un level intermédiaire d'abstraction. Mais du coup, tu te retrouves avec des fonctions qui font vraiment qu'une chose un peu débile. Ils sont juste renommés. Ils sont juste renommés, en fait, t'as ta fonction avec tes fonctions pour une ligne. Et du coup, c'est sûr que tu as une suite d'appels successifs à des fonctions, donc tu as l'impression que c'est le même niveau d'abstraction, mais en fait, tes fonctions ne font pas du tout. Il y a une fonction qui fait beaucoup de travail et les autres ne font rien. En fait, le truc. Trouver des logiques, des abstractions qui ont une logique commune pour certaines lignes, et à mettre toutes ces lignes-là dans une fonction. Alors là, tu anticipes sur la suite, mais en fait, le truc, c'est qu'après, tu dois garder ta fonction petite. On ne peut pas non plus avoir une fonction, genre ta fonction, par exemple, ton exemple, là, la première ligne, c'est quoi? Elle change la valeur de colonne, tu vois, pour les trois. Tu vas pas créer une fonction replace colonne by 3, quoi. Non, juste pour une... En fait, ça dépend juste pour une ligne, mais pas forcément. C'est pour ça que là, tu vas tester ça, tu vas tester que quand on a d'affaires, finalement, tu testes la fonction de point là, quoi. Test.ilog.
Ça, on est d'accord. Si ta fonction, elle fait, là, c'est juste pour donner un exemple, mais en fait, il faudrait que tu aies, je sais pas, si tu as 5 ou 10 lignes comme ça, de ce niveau-là d'abstraction, là, tu sais que c'est trop bas et que ça doit être mis dans une fonction à part. Ouais, carrément, mais si t'en as plusieurs, et du coup, je pense parfois c'est difficile de voir combien de lignes t'encapsules, parce que les gens ils ont tendance du coup à encapsuler chaque ligne dans une fonction, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Attends, Puis l'intelligence, savoir ce qui peut s'assembler ensemble ou pas. Ouais, bah c'est là, du coup, c'est pas, t'as pas une réponse parfaite, parce que comment est-ce que t'arrives à regrouper les éléments alors, qui font sens du coup, une deuxième bonne pratique sur les fonctions, je ne vais pas forcément en arriver là, mais c'est aussi de les garder petites. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut que ça fasse 5 lignes. 10 lignes, c'est OK. 20 lignes, c'est sûr que tu peux la faire. Il faut commencer à. En dessous de 20 lignes, tu te dis, enfin entre 10 et 20 lignes, tu peux te dire peut-être que tu peux la faire plus petite. Au-dessus de 20 lignes, c'est sûr qu'elle est beaucoup trop longue. Parce que l'idée, c'est ce que je dis, c'est que quand tu as un lecteur qui veut lire une fonction, si tu donnes trop de détails, tu vas le perdre. Là où si tu as juste 5-6 étapes clés de ta fonction, là au moins c'est clair et c'est beaucoup plus facile à suivre et à comprendre. Si c'est trop long, c'est-à-dire qu'il y a trop de détails et que tu vas perdre ton lecteur. Et donc, petite pensée chez les stars pour la fonction que quand on est arrivé, là, il y a une fonction, je crois qu'il y avait 500 lignes. Ouais. Franchement, c'était beau. Ouais. Du coup, pareil. Et après, du coup, quand est-ce qu'une fonction est trop petite? Parce qu'en fait, l'avantage d'utiliser une fonction intermédiaire, c'est que ça permet souvent de remplacer un commentaire ou en fait, par le nom de la fonction, ça permet d'être explicite sur ce qui est fait. Et donc, à quel moment, genre une fonction d'une ligne, si on regarde une fonction d'une ligne, il y a deux cas possibles, un cas qui est utile et un cas qui est inutile. Dans ce cas-là, il y a un truc, on fait filenadf value, voilà, on retourne df.filenad value. Cette fonction-là est strictement inutile parce que le nom de la fonction n'apporte strictement rien à si elle avait été écrite directement dans le code, dans la fonction qu'il appelle au-dessus. Là où un truc comme ça, en fait, c'est beaucoup plus explicite d'avoir dans une fonction get most prioritized norm à partir d'un dictionnaire comme étape d'une fonction que d'avoir directement ce truc dégueu comme ça. Et donc là, on a pareil, ça fait qu'une ligne de code, sauf que c'est tellement abscon que ça vaut le coup de l'encapsuler dans une fonction qui explique qu'est-ce que ça fait. Voilà. Et bien, du coup, tu la testes celle-là ou pas? Parce qu'en soi, du coup, tu testes sortie avec une clé, Ah oui, clairement. Bah, celle-là, je la teste. Après, oui, si, celle-là, je la teste. Après, ça, c'est toujours pareil, quand est-ce qu'on doit faire des tests ou pas. Si tu arrives à tester celle d'au-dessus et que teste ton principe, tu testes pas celle-là. Tu dis que celle-là, c'est un détail d'implémentation et c'est juste pour la clarté du code. De toute façon, tu l'écris même pas, cette fonction. Ça dépend. Bah, celle-là, elle sert à rien. Celle-là, tu vas pas l'écrire. Non, pas celle-là, je parle de get most prioritized. Mais celle-là, ça dépend. On est à la limite. Enfin, en gros, ça dépend. C'est à la limite. Si elle commence à être bien compliquée et tu vas être sûr, moi, en fait, elle est tellement compliquée pour juste une ligne de code que ça peut valoir le coup de juste. Parce que ton test, en fait, c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que les tests, une fois que vous avez l'habitude d'en écrire, ça va très très vite à écrire. Là, tu prends juste un exemple de ton payload possible. Tu te dis, sachant que j'ai ce payload-là, je m'attends à récupérer cette liste-là de prioritized norms. Et ton test, tu l'as écrit en moins de 2 minutes, tu as écrit ton test et ta fonction. Quoi. Donc, ça ne coûte pas grand-chose d'écrire le test. Et tu es sûr que tu t'es pas trompé. Ça ne veut pas grand-chose, mais ça peut enfreindre ta règle qui dit qu'il ne faut pas tester deux fois la même chose. Parce que ça se trouve, du coup, la fonction d'au-dessus, elle n'est pas très compliquée, et du coup, tu vas la tester entièrement, regarder ce qu'il fait. Non, mais après ça dépend, parce que si, en fait, soit ta fonction de dessus, elle n'est pas assez compliquée, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est testée implicitement dans ton test unitaire de la fonction de dessus, dans ce cas-là, c'est pas un problème. Soit, c'est-à-dire que l'autre au-dessus, tu peux la décomposer en fonction unitaire, et dans ce cas-là, tu la testes pas elle-même, mais tu testes que les autres fonctions unitaires qui la composent. L'idée, c'est que chaque code bas niveau doit être testé. Donc, si tu préfères tester la plus grosse fonction que
que la plus petite fonction, c'est ton problème. Après, c'est juste que d'écrire le test pour la plus grosse fonction peut être très compliqué. Et ça, je vais y venir, c'est que une façon de voir qu'une fonction n'est pas unitaire quand tu essaies de faire un test, c'est que si ça devient très compliqué de réfléchir à tous les cas possibles, c'est-à-dire que la fonction a fait trop de choses. Et clairement, il y a un truc de plus ta fonction va être complexe, plus le cas possible ils vont être exponentiels. Et donc ça va te prendre une demi-heure pour écrire ton. Si ça te prend une demi-heure pour réfléchir à tous les cas possibles de ton test unitaire, c'est-à-dire ou à construire tes inputs et tes outputs pour ton test unitaire, c'est-à-dire que ta fonction unitaire est trop compliquée. Et c'est souvent ça sert à rien. Là où tu aurais dû la décomposer en fonctions unitaires et tester que les fonctions unitaires qui sont simples à tester. Ok. Alors, pour un peu illustrer cette partie-là, je vous propose. On va regarder les fonctions. Vous allez me dire si elles sont unitaires ou pas. Celle-ci, est-ce qu'à votre avis, elle est unitaire? Non. On appelle une fonction merge qui est probablement plus unitaire qu'elle. Ouais. Après, merge, le truc, c'est que merge, c'est du code Panda. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc déjà testé. Je ne connais pas. Je dirais que c'est unitaire. Là, c'est unitaire. Parce qu'on a à peu près le même. On peut voir qu'on est sur le même niveau de. Ça. On est sur le même niveau d'abstraction. Elle est plutôt courte. Là, on est sur une fonction unitaire assez parfaite. Maintenant, si on regarde. Ah non. Celle-ci. Alors pourquoi elle n'est pas unitaire? C'est une réponse. Elle appelle le filter facing au début. Ouais. Parce qu'après tout le reste c'est du natif. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une première bonne réponse. Donc là, on a une fonction. On a une première fonction, donc ça s'appelle une première fonction, donc qui est forcément du niveau intermédiaire d'abstraction, avec du code de plus bas niveau Python ou Panda. Et du coup, dans ce cas-là, si on voulait tester cette fonction-là, on serait embêté parce que ça va dépendre du résultat de filter facing ou out of stock. Si c'est une fonction qu'on a déjà testée, tu n'as pas envie de retester cette fonction-là avec les inputs-outputs de get OS. Alors qu'il y a d'autres parties de ce code que tu aurais peut-être testé unitairement. Voilà. donc tu sors cet appel-là de la fonction pour la rendre unitaire ou alors tu ne fais pas ton test? Alors, tu as plusieurs options. Là, ici, à votre avis. Je l'en sortirai. Voilà. Donc ça dépend de où est-ce qu'elle est appelée aussi. Elle est appelée dans cette fonction-là. Qui est déjà pas mal assez longue. Du coup, je pense que je garderai la fonction. Mais peut-être créer d'autres fonctions unitaires qui seraient appelées par cette fonction. Voilà, exactement. Je redécouperai ça en fonction unitaire. Et à votre avis, combien il y a de fonctions unitaires à mettre dedans? Deux. Ouais, lesquelles? Tu as la partie OSDF et tu as la partie Total Facing. C'est ça. Et en fait, ça, c'est assez facile à voir parce que là, même le mec, il a mis des commentaires et met des espaces. Il faut bien voir qu'en fait, ce qu'il veut vraiment, c'est que ça, hop, factor, strat méthode, voilà.
Après, il n'y a pas le nom du commentaire, donc c'est pas. C'est out of stock, out of stock, get out of stock, un truc comme ça. C'est pas cette astuce pour les faire. Voilà. On a sans doute un truc comme ça. Et après, Je viens d'halluciner là. assert, there is no several facing check per day for the store. Alors c'est bien parce que c'est pas un assert. Donc c'est un mauvais commentaire. Et souvent, typiquement, quand il y a un commentaire comme ça avec une partie de code bas niveau, c'est qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est juste extraire ça. Et comme nom de la méthode, tu mets le nom du commentaire. Même si là, le nom du commentaire, je pense qu'il est totalement faux. Enfin, il est pas pertinent. Donc, check count. Voilà. Et c'est comme ça que tu peux te débarrasser des commentaires. Tu peux te débarrasser des commentaires. Bon, ça, c'est pour une autre fois, mais voilà. Avec moi, j'ai une école de pensée, ou non, enfin, non, celle de Clean Code, qui est que les commentaires, l'essentiel du temps, ils ne servent à rien. Ce que tu préfères, c'est utiliser une fonction unitaire qui dit exactement la même chose que ton commentaire. Et ça marche dans 90% des commentaires que tu peux croiser dans le code. Et du coup, là, typiquement, là, on obtient deux fonctions unitaires. Et du coup, bah, là, en fait, ce qu'on va tester, c'est pas get house directement, on va plutôt tester get check count et get house count. Donc, tu vas pas checker ta division. Du coup, dans ton test Et de ça, OS. Alors ça, là, du coup, on pourrait dire que c'est du code bas niveau, et ce serait légitime, mais en vrai, Quand même ta division par 0. oui, mais ça, tu t'en fous. Parce que tu testeras dans le OSDEF. Dans Enfin, le ça, en get fait, check count. ça, en fait, tu sais que ton check count, il peut pas être égal. Soit tu sais qu'il ne peut pas être égal à 0, soit dans le code, tu écris directement que tu fais un filet à 0, enfin, j'en sais rien. Mais comment tu sais que le Donc, soit tu le prévois dans ton code, donc tu fais ta division. Non, parce qu'en fait, là, si tu veux faire un test là-dessus, tu veux faire un test sur le fait que ça fasse bien que OS pourcentage, ça te tient bien à la division de OS score par checkpoint. Et là, vu l'écriture, c'est assez straightforward, du coup, c'est complètement useless de tester ça. Et donc ça peut rester à ce niveau-là. Parce que ça sert à rien d'écrire une fonction juste divise, enfin, ou get 16% juste pour ça. Là, tu vas juste plus encapsuler de l'information pour rien. Ça serait qu'un paraphrasing, alors que là, c'est très explicite avec l'écriture actuelle. Donc, c'est un peu l'équivalent du filet ADF. Donc, tu peux le laisser tel quel. Et pas besoin de le tester parce que Panda, je pense qu'il a déjà testé le fait que si tu mets un symbole de division, ça sert bien une division. Ok. Donc voilà. Et donc maintenant, on va passer un peu plus à continuer sur les petites astuces sur comment faire un test unitaire avec PyTest et Panda. Donc vous connaissez déjà PyTest, donc je ne vais pas forcément m'appesantir très longtemps sur PyTest. Donc le truc de base, c'est on met des asserts, il y a un truc d'autodécouverte des tests avec les fichiers qui commencent par test underscore .py. Et dedans, toutes les fonctions qui commencent par test, ça va être vu comme des tests. Un test, c'est quoi? C'est une fonction où à un moment, il y a un assert. Et si l'assert il est true, bah, PyTest dira que c'est true. PyTest, il y a des fixtures qui sont des utilitaires pour gérer des ressources et plein de trucs utiles pour faire les tests. Et PyTest, pourquoi c'est utilisé? C'est qu'il y a une énorme communauté, c'est facilement... c'est une architecture qui est faite pour pour être étendue avec des plugins. Et donc, il y a plein de packages PyTest-request, ce que vous voulez, ou Flake qui vont étendre la suite de test PyTest. Et il y a une communauté assez immense. Donc, c'est pas, il y a des plugins pour un peu tout et n'importe quoi. C'est intégré avec PyCharm. Ouais, ça, je vais peut-être y venir. Ça, c'est intéressant. Une convention qui peut être utile pour rendre les tests plus lisibles, c'est la convention given when z. L'idée, c'est que tu sépares ton test en trois parties. Tu as la partie given, où tu mets tes inputs et tes expected outputs. La partie when, c'est là où tu exécutes ta fonction. Et la partie then, c'est là où tu vas faire tous tes checks. Et donc, tu vas mettre tes assert statements.
Et en fait, d'utiliser une convention comme ça permet de rendre tes tests très lisibles. Enfin, c'est une convention, c'est-à-dire que du coup, quand tu es habitué à cette convention-là, pour lire d'un test à un autre, tu le lis ultra rapidement. Et, parce que au moins ça donne une organisation claire, parce que tu as 10 000 façons d'écrire un test, pour tester la même chose. Là, au moins, c'est clair, c'est straightforward, à chaque fois, tu sais où aller chercher l'information. Ça, j'ai pas assez. Ok. Maintenant, des petites. Ça, c'est plus par l'expérience que j'ai cette bonne pratique-là de comment écrire un test avec des data frames. Le premier, donc c'est pour la partie given, donc pour l'input data frame. Donc le data frame qu'on va donner un input de sa fonction. Un des trucs, premier truc, c'est mettre que les colonnes nécessaires du data frame pour que la fonction fonctionne. Ce qui veut dire que souvent, en fait, tu vas passer dans la pipeline de code, ton data frame, il va sans doute avoir, je sais pas, 10-20 colonnes. Mais pour la fonction en question, il va avoir besoin que 2-3 colonnes pour marcher. Dans ce cas-là, il faut mettre que les 2-3. C'est pareil, c'est aussi une convention, mais ça permet en fait d'être explicite parce que quand tu lis le test, en fait, tu comprends que pour que la fonction fonctionne, il faut que il n'y a que ces 3 colonnes-là qui vont rentrer en compte. Plutôt que de rajouter de l'information inutile pour la compréhension du test et de la fonction. Toujours dans cette logique-là que ton test ça va être une documentation de ta fonction. Définir les data frames à l'intérieur du test. Pareil, dans la logique de tu veux que quand tu lis ton test, tu aies toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Je conseille fortement de mettre le data frame directement dans le test. Ne pas utiliser les fixtures de PyTest pour faire ça, parce que c'est totalement inutile. Surtout sur des petits data frames. Sur des très gros data frames, mais ce ne serait pas le cas pour un test unitaire. Éventuellement pour gérer un peu ce qu'on disait, la ressource, quand c'est des trucs qui sont soit lourds ou longs à construire. Éventuellement, mais là, tu préfères mettre tes trucs directement dans le test, pas les mettre dans un fichier ou CSV qui va être dans le test, je sais pas quoi. Au moins c'est clair, tu lis ton test et tu comprends. Tu as ton data frame input, ton data frame output, et du coup, juste à lire l'input et l'output, dans 90% des cas, tu comprends déjà ce que va faire la fonction. Ne pas partager les inputs des data frames d'input entre plusieurs tests, on n'a pas parlé parce que dès que tu en changes un, il faut que tu adaptes le test de l'autre. Et tu vas te retrouver à faire des inputs de tests qui prennent tellement de cas possibles que ça va pas être clair. Donc, ce que tu veux, c'est des inputs qui sont vraiment custom made pour le test. Ensuite, souvent avec des data frames, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser les lignes comme différents cas possibles pour ta fonction. Typiquement, tu vas avoir un cas, si telle colonne elle est à none, et ben alors il va se passer ça, si telle colonne elle est supérieure à 4, il va se passer ça. Et donc du coup, en fait, tu vas avoir un cas possible par ligne. Donc il faut utiliser autant de lignes que nécessaire pour avoir tous les cas possibles de ta fonction. Ton input data frame. Ça c'est du détail, mais pour écrire ton data frame dans ton test, il faut plutôt utiliser cette format-là, avec les data frame, au milieu des colonnes, et après les données associées. Ce qui fait que c'est très lisible. On a presque l'impression de voir un tableau Excel. Parce que ça ordonnait tellement de colonnes au-dessus et en dessous, tu as les valeurs associées. Donc ça rend la lecture du data frame facile. Après, c'est pareil, ces petites astuces qui est que, comme on l'a dit, il faut mettre un peu une ligne pour chaque cas possible. Et si c'est pas clair de quel cas on parle, ne pas hésiter à soit mettre un commentaire à côté de la ligne, pour dire cas où telle colonne est none, cas où l'output ne va pas être pris en cas où cette ligne va être supprimée parce que telle raison, un truc comme ça, qui vont aider le lecteur à directement à juste regarder l'input, l'output, ce que je disais, il va comprendre direct ce qui se passe dans la fonction et pourquoi l'output est comme ça en fonction de l'input qui lui est donné. De la même manière, ce qui peut être fait aussi, c'est soit tu utilises des commentaires, soit si tu as des valeurs qui sont des strings dans ton data frame et où la valeur des strings n'a pas peu d'importance, typiquement des ID, et bah, c'est leur donner des noms à ces ID. Typiquement, les 4 distar, ça va peut-être pas trop vous parler, mais voilà, du coup, ce qu'il y a en commentaire, tu mets dans le nom de l'ID et du coup, tu sais que bah, voilà, ça c'est le cas où il n'y a pas de sales parce que le truc est anon et voilà, donc, il va avoir un traitement spécial par rapport à ça. Ok.
Après, pour le Zen, comment ça marche, faire des tests avec Panda? C'est qu'il faut utiliser on ne peut pas utiliser un assert parce que ça n'a pas marché. On ne peut pas faire assert expected def égal actual def, ça n'a pas marché. Il faut utiliser panda.testing.assert frame equal de expected def et actual def. Hop. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Je connais pas, j'ai pris un truc au pif. Hein. Mais donc déjà, on a le truc entre bien given one then. Donc ça va être sans doute être l'input. Ça, c'est les deux inputs. Et ça, c'est l'expected output. On voit qu'on a quoi? Des visites des items, existence, out of stock, qui sont soit des 0, soit des 1. On a les dates, des split ID, filter facing, et alors, visite 3, item 3, visite 1, item 1. Donc en gros, ça va supprimer, ça va merge les deux. C'est ça, ça va merge les deux et ça va supprimer ceux, et ça va garder que ceux où existence vaut 1. Et on va garder ça existence, ça vaut 0, de comment faire. C'est ça. Et j'ai même pas été lire ce que faisait la fonction. Mais voilà, juste avec un test bien écrit, c'est une démonstration que tu peux comprendre ce que fait la fonction juste à regarder le test. Et après, dans pd.texting, assert from equal, ça on l'a vu. Donc filtered facing, ça c'est le résultat, et expected facing, c'est ça. Et après, un autre truc qui est important, qui est un petit détail, c'est que dans PD testing.assert from equal, Panda il va tester les index. Donc il s'attend à ce que les index des data frames soient exactement les mêmes. Sauf que quand tu vas définir ton expected output, généralement tu t'amuses pas à mettre les numéros d'index. Et donc quand il y a un drop qui est effectué dans la fonction, ce qui va se passer, c'est que l'expected là il va continuer, il va commencer à 0, ça va être 0,1. Là où le résultat il va peut-être être à ça va peut-être 1 et 3 les index. Et du coup, pour pallier cela, ce qu'il faut faire, c'est faire un reset index sur l'actual output, sur le truc qui sort de la fonction. Parce que généralement, l'index, tu t'en bats les couilles. Donc c'est dans le cas où l'index, on s'en bat les couilles, mais dans l'essentiel, pour l'essentiel, généralement, on s'en bat les couilles. Après, si c'est bien vrai que c'est important, là, du coup, il ne faut pas mettre de reset index. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est à vous de voir. Ça fait déjà 1 heure qu'on fait la presse. Est-ce que vous voulez qu'on finisse une autre fois? Est-ce que vous voulez qu'on... Enfin, je sais pas combien de temps il resterait pour finir. Est-ce que vous voulez qu'on continue et Après, on peut voir un cas pratique. C'est comme vous voulez. Soit on dit on se laisse 20 minutes pour faire un cas pratique, soit on dit on se laisse le temps de digérer tout ça et sur un des workshops, on fera un cas pratique. Moi, je suis chaud pour faire un mode programming. Je vois un code, il fait un test et on regarde tous et on commence. C'est sadique ça, Rémi. Ouais. La bienveillance. C'est vraiment le meilleur, je vous remercie sur le clavier. Du coup, est-ce que vous avez 20 minutes et vous voulez qu'on finisse ou vous préférez partir et on finit une prochaine fois? Bonjour, on est rapidement le time sur le long et après, On sait qu'à Paris, il y a des embouteillages et tout. On finit? Le chez nous, on fait des heures. On lance un moment. Daoud, il y a un bébé à coucher. Au début, il a déjà couché. Bon, bah on finit alors. En plus, ça va pas être très très long. Allez, c'est parti. Du coup, on va faire du mob programming. C'est-à-dire que je vais strictement rien dire, mais je vais juste taper. Ne tape pas moi, s'il te plaît. Ah, mais après, c'est que vous avez tous participé. Donc, on va se faire, par exemple, cette fonction getHouseCount. Donc déjà, on a bien pré-mâché le travail parce qu'on a bien des fonctions unitaires, on était d'accord là-dessus. Attends, c'était cassé. Non, on va faire celle-ci. Là. Pour info, les données ressemblent à ça.
C'est un petit sample de données, mais en gros, on a des Outlet ID, des Spam ID. Il me semble que c'est des strings. On a Visit ID, pareil, c'est un string. On a Out of Stock qui est un int. Et je pense que vu ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va être des 0 ou des 1. Non, c'est pas un booléen, plutôt, ouais. Je pense qu'il y a un problème dans le code de la France. Bah, c'est ça, c'est que ça devrait être un booléen, mais là, ils ont préféré mettre des int, histoire de prendre un peu plus de mémoire, au cas où. Si. Au cas où, on sait pas. Et Visit Date, donc à la base, le OS, il a ces 5 colonnes. Maintenant. Et quand la visite c'est bon, parce qu'il y a un moment, C'est bon, alors, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé. J'avais beaucoup d'amendements de la compagnie. J'en ai pas parlé, mais généralement, une façon d'organiser en termes de fichiers les tests, c'est de mimiquer l'organisation du package. Ce qui veut dire que cette fonction-là, donc le package il s'appelle DDST, et il est dans le dossier France, dossier Perfect Store, et dans outofstock.py. Ce qui fait que ce test-là, il faut le mettre dans France, Perfect Store, test, out of stock. Donc on rajoute le test, comme j'ai dit, parce que c'est avec PyTest, et pour la découverte des tests, c'est comme ça, il faut rajouter test au nom de fichier. Et donc on va aller dans ce fichier-là, et on va se créer un petit test, get OS count. Donc là, vous avez tout. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que j'ai fait. Comment ça va être? Ok. Bien. Il va juste par Incarnation majuscule, s'il te plaît. Ok. Given. Qu'est-ce qu'elle Ouais. fait? Il faut définir ton data frame. Moi, J'aime pas qu'il y ait deux espaces avant la fonction. Déjà, il n'y a pas le typing sur OSDF. On présume que c'est un data Non, mais frame. ça, c'est mauvais. Ouais. Sur les UK, ça passerait pas. On s'en fout du typing, c'est pas pour aujourd'hui. En fait, c'était cool. Du coup, tu peux dans when, tu peux appeler ta fonction. Comme ça, tu vois tes inputs et tout. Moi, je trouve les erreurs, mais je veux. Bah là, c'est carrément pas. Voilà, c'est quoi le Voilà, et du coup, elle prend un data frame en entrée, le fameux OOS-df, et on voit un expected data frame. Non, expected result. Non, résulte. L'expected, tu le mets dans le. Non, résultat, pardon. Ouais, Ouais, ouais. mais moi, j'ai expected comme ça, du coup, là, ça est déjà égal. Ah, tu fais un cercle 1 égale 1, c'est ça? La test a problème. Voilà. Après, souvent la convention, elle veut que on utilise actual et expected. Mais ah ouais, mais ça c'est pour ceux qui. Mais ça c'est pour ceux du given. Enfin, c'est ceux. T'as dit que tu parlais pas, par contre. Ouais, mais c'est parce que c'est des détails que je n'ai pas donné. Tu as le OSDF. Actuel. Ah ouais, ah ouais, moi je l'avais pas comme ça. Sorry. Actuel OS compte. Actuel OSS 117. Il est là, Oscar. Ok. Et ben voilà. Et voilà. Ensuite, OSDF égale BD pour la data frame. Et je vais laisser le jeu à compléter. Oui, alors, comme tu m'as dit, il était là, valise, s'il vous plaît. après le combat, sans On a déjà encore. C'est quoi le nom de la- On
Donc, je le remets dans mon fichier Excel, je le charge dans Panda. Super, merci. Ensuite, je fais un point values pour avoir les valeurs et je mets dans le- Ouais, et après, tu fais un print sur le actual et tu le mets en insert. On va mettre des colonnes. Des Voilà. des colonnes. Colonne égale, il y avait 4 colonnes, c'est ça, je termine très bien ça. Et tu mets 5 colonnes, merci Bruno. tu mets les 4 Bon, attends, desquels on a besoin? Il y avait la date, il y avait un espèce de truc qui était un booléen, mais pas vraiment. On a besoin de outlet, de ID et de visited On a date. qu'à regarder dans la fonction de quoi il y a dedans. On a besoin de 4 colonnes. Outlet ID, item ID, visited date et out of stock. That's it. Donc on nous met ces 4 colonnes. Ah tiens. Ouais, c'est pas le plus pratique. C'est un peu lourd en fait. On a tous des capsules. Alors, Oui, je décapsule jamais avec les normes. C'est chiant. donc de quoi on a besoin? Allez. Donc on a dit qu'on avait besoin de 4 colonnes. De outlet ID, item ID, visited date et out of stock. Tu vois, ça tombe sur moi. J'essaie de rendre le truc un peu animé. Attendez, on a eu un souci technique. Rémi a fait tout Putain, ça fait 1 heure, ça fait 15 minutes par, ils vont muter les bâtards. C'est quoi, mais les 2 ans changent de boîte. Ça m'énerve. T'as juste à changer de stade. Je vais chez PTC, ils sont bien plus lents. Surtout depuis qu'ils s'appellent The Positive World Company. Dans la type Firewall. Attends, David, tu pourras présenter dans le chef Tu parles beaucoup quand même. Hein, c'est... Je crois qu'on va les muter. Hein. Et ensuite, data égale. Data égale. Là, il faut encore une des brackets, c'est les crochets qui sont en rectangulaire. Et c'est pareil. Data égale. Ah ben on prend l'autre dataset que tu nous as montré tout à l'heure, non? Les Alors, valeurs. le premier, on va l'appeler outlet A. Ils sont libres. Le deuxième, on va l'appeler item A. Ah, attends, carrément, faut pas prendre les datasets que je t'ai mis. Parce que l'idée, c'est que les données, elles soient custom-made, elles soient faites exprès par rapport au test. Ok. Là, Ça, tu c'est données. peux rendre des valeurs beaucoup plus straightforward, utiles, Ok. que mettre des valeurs, genre typiquement sur des floats. Ça sert à rien de mettre des 3,361 dans un test. Vraiment, tu mets un 3.0, c'est beaucoup plus cher. Ok. vois. Et bien, on met des 1, 2, 3, 4, 5 dans les ID de Outlet. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester un max, une somme On va se mettre Léonard pour lui demander. et un rename. On peut changer la couleur de la typo, je ne pas Donc, le faire. on veut juste tester que la valeur max et la valeur somme, c'est bon. Mhm. Donc, on peut juste mettre des ID au hasard sur 2 lignes, parce que pas grand chose à tester. Alors, Ouais, j'ai au hasard sur les 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3 sur les ID Outlet. Ouais. Pareil sur les item ID. Je vais mettre ABC sur les item ID. Les idées, tu mets, je sais pas, 1er janvier 2022, 2e janvier 2022, Ah ouais. 3e janvier 2022. Ouais, que tu vas avoir, Et out tu of vas avoir stock. besoin d'avoir plusieurs données avec le même outlet, le même item, et Ouais. parce que tu vas faire des groupes dessus. Donc au moins un que tu... Non. Avec un out of stock... Bah, mais Alors. 1, 0 et... Alors là, c'est un cas particulier parce que je pense que les autostock, ils valent forcément 1. Oui, c'est-à-dire que si t'as plein de 0, C'est ça 0, va 1. 1. C'est un booléen. C'est simple. Enfin, si t'as que des 0. En fait, c'est un cas intéressant parce que en fait, dans la pipeline, quand la fonction va être utilisée, le autostock il sera toujours 1. D'accord. Donc normalement, c'est plus pertinent de mettre un exemple qui correspond à comment ça va être utilisé. Mais justement, Parce que- si tes données en entrée sont fausses, C'est-à-dire que ton max, il fait toujours 1 en fait. c'est pas ce que tu cherches à tester. Tu fais le max Tu l'auras en- testé plus haut que ton. Enfin, tu devais pas Alors. avoir un, c'est ça? Bah, ça prouve bien que le max c'est inutile Bah oui. parce que Tu vois, je pourrais recoller ton distar. regarde, filter facing, en fait, ça typiquement c'est un truc un peu inutile.
Mais il fait juste un filtre pour, sur la autostock égal à 1. Du coup, get AOSS count. Bah, ici, autostock, il vaudra toujours 1. Donc le max, C'est un. c'est 1. T'as choisi un bon exemple, vraiment. Ça, c'est pour vous dire c'est quoi le niveau Perno. C'est pas toi qui la connais, ça? Ah non, c'est pas moi qui les connais ça. Ah non, ça, c'est, déjà, ça aurait été testé. Si ça avait été testé. C'est pas typé donc. Ça doit être émis alors. Ok, bon, allez, disons qu'on peut avoir des 1 et des 0 dans l'autostack, ça rendra le truc plus intéressant. Vu comment est codé la fonction. Ok, donc j'ai une ligne. Ouais, t'en remets une. Bon, T'en mets une avec même Tu outlet, mets mais pas 4 le même lignes deux outlet. fois avec outlet, item et datetime pareil. Un avec 1, 1 et 1, 0, donc avec 0, 0. Alors vas-y, répète, Oscar. Ça, tu la copies. Tu la mets une deuxième fois avec encore un 1. Puis t'en fais un deuxième où tu mets outlet 2, item 2 et une autre date. Et avec des autostock à 0. Même carrément, soit avec les 1, il y en a un des deux, tu mets 0 aussi pour tester bien. Ah, attends, faut que tu me dises précisément. Là, t'écris Jean-Pierre Pernaut. En stream. On va pas s'en sortir, les gars. Non, mets 0 là. Ok. Et tu recopies cette. Et justement, en fait, dans le. En fait, non, justement, ce que je voulais faire, c'est que tu mets 0 aussi, mais dans la. Plutôt dans la deuxième ligne, tu mets 0. La deuxième ligne, elle passe là 1 et 1. Comme ça, tu sais, quand tu vas faire un groupe by, il y en a un qui va envoyer 1 et l'autre qui va envoyer 2. Peut-être beaucoup de choses pour là. Ok. Mais comme il fait rien, j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Non. Bah, deuxième ligne, au lieu du 1, tu mets 0. Une somme de 1 et 1, je crois. Okay. Et voilà. Ouais. Et je laisse la suite aux autres. Bon, c'est pas mal, non? Ouais, je trouve que c'est pas mal ce que je veux dire. Après, j'ai pas encore vérifié pour. Tu veux pas essayer de changer aussi un outlet? De mettre un outlet à 1 et un item à 2. D'accord. Et même, je pense qu'il faut remettre un outlet pareil avec une date différente. Ouais. Parce qu'après, t'as le truc, t'as le group by d'après, où tu retires la date. Ouais. Alors vas-y, qu'est-ce que je rajoute? Non, mais je vais laisser Carole le dire parce qu'elle a dit ouais. Non. Vas-y. Alors, on va rajouter une ligne avec outlet 1, item 1, mais une date time différente. On va le mettre ici. Oui, parce que j'aime bien compliquer les choses. On va la mettre à 1. Donc pour la même détail. Ouais. Non, on change la date time. Yes. C'est là quoi 1? Ouais. Ok. On va trouver. Je mettrais bien un outlet 2, item 1. Je peux faire un. Ouais. Ça change pas grand-chose. On peut s'arrêter là peut-être, non? Ah non, c'est pour examiner, c'est pour le la note. Prends-toi le paquet de chips là. Bon, je laisse on peut la ligne 60 points. Tiens. Vous en pensez quoi les autres? En termes de lignes et de cartes? C'est pas ouf, mais bon. Je m'attendais pas à autre chose de la part des data scientists de Paris. Je suis pas data scientist. Il n'y a pas des edge cases pour les tester un peu plus, peut-être, quand il y a pas de valeur dans certains champs. Alors après, je sais pas quel comportement attendu de la fonction, enfin, quelles sont les hypothèses d'utilisation de la fonction. C'est pour ça que j'ai proposé à Clément de mettre Jean-Pierre Pernaut, parce que peut-être que. Et si tu mets une ligne, Clément, avec, alors je crois que c'est du non, du LA, enfin du non, mais je sais pas. Partons du principe qu'il n'y a pas de non. D'accord. Il y a juste, on a juste complexifié en disant que l'autostop il peut être soit 0 soit 1. Même si en vrai, T'as pas testé genre le même objet mais des systèmes différents. Et ça a un impact quand même avec le groupe by. C'est exactement ouais. ce que j'ai dit. Ouais. alors le Tu même mets outlet. Un outlet 2 et un item 1 par exemple. Okay.
Avec la même date que la requête 2, comme ça. Mhm. Non, je C'est crois pas qu'on la a, date, c'est pas la date qui est différente. on a tous les trucs. Un 0, un 1, 0. Non, parce que comme ça, si ça groupe by, on saura. Et, et là, je pense que si tu fais passer ton test, en remplaçant le point max par un point seul, ça serait quand même. Un point max par un. Ouais, parce que du coup, t'as pas de. Mais il faudrait que t'aies, pour le même outlet, le même item et la même date, il faudrait que t'aies deux valeurs 1 pour le out of stocks. Parce que là, si tu fais un max de 0, enfin, max de deux trucs, ça ferait la même chose qu'un seul des deux trucs. Ouais. Franchement, rien. Moi, si un mec Si tu fais un max ou tu fais un sum, c'est tu auras les mêmes résultats. Vraiment, un peu de Ouais, mais la fonction elle est faite comme ça, donc. Non, mais il y a, du coup, dans la fonction, il est 72, t'as un point max. Ouais. Ouais, il a raison. En fait, si tu remplaces le max par sum, ça marche. Du coup, si tu remplaces par un point sum, ça fait pareil. Bah, rajoute Parce que du coup, il faut que tu aies pour le même objet, le même thème et la même date, il faut que tu aies deux valeurs 1 pour pouvoir tester le comportement du point max. bah, tu rajoutes une ligne outlet 2, outem 1, date. Ça voudrait dire de dupliquer la première ligne. Bah ouais. Ça veut dire Est-ce que ce serait pas genre. Tu peux dupliquer la première ligne. Ouais. Si tu dupliques la première, quand ça va faire un sum, ça va faire 2. Quand ça va faire un max, ça va faire on peut pas, nous, les data ingés, ils nous envoient de la merde, ils vont faire payer. Bah, tu peux dupliquer la première ligne. On est obligé de faire des tests de 50 000 de long, ça veut dire que tu vas dans Paris. Et tu dis, moi, c'est normal. On va pas me dire qu'il est normal. Mais le temps pour toi. Le bon bizarre. Non, mais c'est pas mal. On peut commencer comme ça. Alors, le truc c'est que le point max il est là, faut le tester comme ça. Parce que ça change quand même la. Non, mais ce que disait Scar, ça. ce que veut dire Rémi, et je suis d'accord. En fait, si tu avais eu un sum à la place, ce jeu de données aurait marché de la même façon. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de changer ce jeu de données pour que ce soit bien le max qui fonctionne et pas Exactement. Et c'est pour ça que On veut faut dupliquer la dupliquer la première ligne. première ligne. Parce que tu as un 2 si tu fais un sum, tu as un 1 si tu fais un max. Et ça, évidemment, c'est moi qui ai pensé, et pareil. Voilà. On est pas mal là, non? S'en fout. Voilà. En gros, c'est simple pour tester un. Donc, c'est quoi? C'est un groupe by, outlet ID, time ID, vid date. D'un max d'autostock. Du coup, il faut. C'est ça, il t'en faut un où il y a des 1-1, un où il y a. Attends, est-ce qu'on a un peu ça? Mais moi, j'ai fait tout ce point en laine, là. Un. C'est vraiment pas de putain, Mais tu peux faire une agrégation. Pourquoi il fait pas rouler du point seul? non, mais on est dans le tu remets le chemin que l'incident, c'est là. Ouais, je pense qu'on est bon. Et après, donc, je pense que pour le premier groupe by, on est bon. Donc, champ de la fonction. Et après, get ID, time ID, on va en somme. Ok. Donc, on va obtenir plusieurs dates différentes avec des 1 et des 0 pour tester la somme. Est-ce qu'on a ça? Je pense qu'on n'a pas assez de dates différentes. Bah, avec l'item 1, enfin l'outlet 1, on en a un avec deux dates différentes, donc on aura bien un 2 Alors, sur le deuxième groupe by. sur le deuxième groupe by, on aura 1. Sur outlet 2, non, pas. Sur outlet 2, item 1, on aura 1. Sur outlet 2, item 2, on aura 0. Et sur outlet 1, item 1, on aura 2. Sur outlet 1, item 1, Parce qu'on on a deux dates. aura 2. Parce qu'on aura 2 dates. Ouais, j'avoue, non, c'est bon. Non, on est pas mal.
On est pas mal. Ça se voit que tu écris des tests. Ok. Alors, du coup, c'est bien. Expected OOS. Non, expected OS compte 40. Et là, il faut Je toujours laisse faire le calcul. donc c'est Argent ID, Item ID, OOS 40. C'est 2. Outlet 2, item 1, c'est 1. Et outlet 2, item 2, c'est 0. En fait, 1. Et après, Outlet 2. Item 2. Item 1. 1. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que son nom. 0. 1. Ouais. 0. Ok. On a un when. Et il nous manque zen. En fait, on rigole à chaque fois qu'on dit PD. Que des pronostics. On a dit le point reset index. Est-ce qu'il y a besoin d'un reset index? Il y a deux trucs dans la fonction. Donc il va nous faire chier avec les index, non? C'est soit comme. Ouais, tu peux faire quoi là? Oui, il peut, bien. Non, à partir d'un moment où il y a des group by, ça réindexe à partir de. En plus, là, il y a même. Il les a mis dans la fonction, les reset index. Donc c'est Ouais, mais en fait, il met reset index pour remettre les paramètres agrupés. à cause des max et des sums. En fait, quand tu fais un group by comme ça met les colonnes en index. Ouais. Du coup, reset index, c'est juste pour remettre les Colonnes à plat. Les colonnes dans les colonnes. Oui. Et là, on n'a pas fait de drop et tout. Voilà. Vu qu'on n'a pas fait de drop ni rien, normalement, il n'y a pas de raison que ça pose de problème en termes d'index. Ok, tu ne mets pas quoi qu'il arrive. Bon. Donc, tu Ça peux me va. lancer, et comme Non, d'hab, c'est le ça test. tombe toujours pour la première fois. Ça, c'est peut-être quand toi, t'écris des tests. Non, c'est. Oh là là, il est passé. Ah bah non, parce que j'écris pas de test. Ben, il est 20h pile, les gars. Donc ça tombe pas. Sur ces belles paroles. Il est 20h. Le test est bravo. passé. Bravo à tous. Parfait. Merci Clément. Merci. Voilà, vous avez fait votre premier test.